Très heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Principale source de revenus minières du Togo, l'extraction et le traitement du phosphate sont source de pollution pour la ville de Kpémé. Cette pollution représente une menace pour l'environnement et la santé des habitants. À découvrir dans un instant. Pour faire face au stress hydrique, la Banque mondiale exhorte les pays de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à accélérer la modernisation des systèmes d'irrigation dans la nouvelle année 2024. Et puis le département du Pas-de-Calais en France est méconnaissable suite aux inondations. De nombreux dégâts sont enregistrés, des infrastructures routières endommagées, le bilan est amer. Le phosphate est la principale source de revenus minières du Togo, mais l'extraction et le traitement de ce minerai est synonyme de pollution, de maladies et d'appauvrissement pour les habitants de Kpémé, une agglomération située à une centaine de kilomètres à l'est de Lomé. Cette pollution représente une menace sérieuse pour l'environnement en général et pour l'homme en particulier à travers la chaîne alimentaire. Commentaire Rafietou Mbereko. Principale richesse minière du Togo, l'histoire d'exploitation du phosphate a débuté avec les Français dans les années 1950. Aujourd'hui, le Togo dispose dans son sous-sol plus de 2 milliards de tonnes de phosphate et le gouvernement ambitionne de s'imposer dans les 10 tops des producteurs mondiaux. La valeur de la production était estimée à 57,15 milliards de francs CFA en 2020, selon les chiffres déclarés à l'Initiative pour la transparence des industries extractives. La production moyenne est de 1,1 million de tonnes par an selon le site de la Société nouvelle des phosphates du Togo, CNPT. Chaque jour, des cargaisons de phosphate passent par la localité de Kpémé, une agglomération située à une trentaine de kilomètres à l'est de Lomé. Des convois de phosphate à destination de l'usine de nettoyage sur le site de Kpémé. Dans cette zone qui regroupe 5 villages et plus de 6000 personnes, les habitants doivent partager leur vie quotidienne avec l'usine de la Société nouvelle des phosphates du Togo. Cette usine d'exploitation de phosphate n'est pas synonyme de développement, mais plutôt de pauvreté et de pollution, déplorent les riverains. Si la CNPT n'utilise pas de produits chimiques pour laver le phosphate sédimentaire, les différentes phases de l'extraction puis du traitement du minerai font ressortir de nombreux métaux lourds. Ces métaux peuvent représenter un risque de contamination des sols, des eaux, de l'air et de santé publique dans les zones affectées selon un rapport d'audit environnemental et social de la CNPT. Comparé aux autres gisements de phosphate sédimentaires dans le monde, les phosphates du Togo ont des concentrations légères plus élevées en métaux lourds. Selon l'Agence nationale de gestion de l'environnement, cet audit est le dernier en date réalisé par la CNPT, bien que la loi stipule que les sociétés minières doivent en produire tous les 4 ans. L'usine de traitement du phosphate du Kpémé est située à quelques mètres de l'océan Atlantique où elle rejette plusieurs types de déchets. Au sein de l'usine, une cheminée émet de la poussière jaune. L'extérieur de grands amas de déchets solides sont visibles juste à côté de l'enceinte de l'usine vers la plage de Goumoukope. La poussière issue des rejets de la cheminée se dépose presque tous les jours sur les habitations et sur les champs les plus proches. Il s'agit des poussières de phosphate mélangées au gaz de combustion selon l'audit de 2016. Cette poussière pollue les sols et les nappes souterraines de la zone en métaux lourds et en fluor. L'inhalation et la consommation des produits agricoles contaminés sont source de nombreuses maladies d'intoxication aux métaux lourds et au fluor. Et les poussières qui se déposent sur les sols contribuent à la contamination des nappes phréatiques dans les villages autour, ce qui engendre des maladies chez les habitants. L'exploitation du phosphate de l'usine de Kpémé est source de pollution qui représente une menace sérieuse pour l'environnement en général et pour l'homme en particulier à travers la chaîne alimentaire.
Après le Cameroun en 2022, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations CAN du 13 janvier au 11 février 2024. L'événement devrait permettre à ce pays sportif de redorer son image économique, mais également de mettre en avant sa diversité faunique et floristique à travers les sites naturels des 5 principales villes ivoiriennes. Regardez. Le coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football CAN sera donné le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le pays des éléphants a mis les petits plats dans les grands, avec notamment la construction et la rénovation des stades, des autoroutes et même des infrastructures hôtelières. Objectif, satisfaire les plus de 2 millions de visiteurs internationaux qui sont entendus dans les 5 villes hôtes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. L'organisation de la plus grande messe sportive du continent par la Côte d'Ivoire sera également l'occasion de mettre en avant son potentiel écologique des plus diversifiés d'Afrique de l'Ouest, notamment la faune et la flore réparties sur d'importants sites naturels. Les touristes de la CAN 2024 pourront visiter par exemple les chimpanzés du parc national de Banco qui s'étend sur 3438 hectares à Abidjan. Il est même considéré comme le deuxième plus grand parc urbain au monde, derrière celui de Tijuca au Brésil. Pour illustration, 40% de l'eau potable de la capitale économique ivoirienne est fournie par le Banco, qui dans le même temps capte 90 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, selon l'Office ivoirien des parcs et des réserves. Parmi les autres destinations écotouristiques qui devraient permettre aux supporters de s'évader après un match de football figurent les stations balnéaires de San Pedro. Il en a jusqu'à 1500 km de plages recouvertes de sable fin et abritant une population de tortues marines et des récifs coralliens. Mais ce sont bien les chutes de la Nawa qui devraient faire l'unanimité entre les adversaires du ballon rond. Ces cascades très chères au gouvernement de la Côte d'Ivoire compte parmi les attractions les plus spectaculaires du pays d'Alassane Ouattara. En ce qui concerne les bonnes adresses à Yamoussoukro, les fleuristes de la nature pourront contempler d'ici le 11 février prochain le fameux lac aux crocodiles qui entoure le palais présidentiel ivoirien. La légende a longtemps associé ces reptiles de 6 mètres de long à la réussite de plusieurs hommes politiques ouest-africains depuis les années de l'indépendance. Pour l'heure, ce lac et 12 autres étendues d'eau douce du district autonome de Yamoussoukro sont en cours de réhabilitation. Le projet visant à renforcer la protection et l'attractivité de la faune aquatique a été confié au Centre ivoirien anti-pollution et à la Direction régionale des eaux et des forêts. Un prêt de 100 millions d'euros sera alloué au Maroc par la Banque européenne d'investissement. Ce financement représente une étape cruciale pour le pays dans sa quête de durabilité environnementale. Il permettra au gouvernement d'implémenter sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030 qui sera mise en œuvre par l'Agence nationale des eaux et forêts. Irène Papadinan pour les détails. Les feux de forêt ont occasionné une catastrophe environnementale au Maroc avec la perte alarmante de plus de 1400 hectares de son couvert forestier entre juillet et mi-août 2023. Ainsi, le pays est en train d'intensifier les efforts afin de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et de promouvoir le développement économique du Maroc. C'est dans ce cadre que le pays bénéficiera d'un prêt de 100 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement sur la période 2024-2028. Ce prêt aidera le Maroc à mettre en œuvre son projet de gestion inclusive et durable des forêts. Ceci vise à assurer une gestion durable des ressources naturelles, promouvoir l'écotourisme et valoriser les secteurs économiques forestiers, tout en contribuant au développement socio-économique des populations marocaines concernées. Selon l'environnementaliste Kossivia Dessou, les engagements internationaux stratégiques du pays, surtout en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, sont d'une importance capitale. Le Maroc estime atteindre 8,8 milliards de dollars, le coût global pour mettre en œuvre sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Si cette politique venait à bénéficier de l'appui des partenaires à hauteur de 21,5 milliards de dollars d'ici 2030, les prévisions estiment que le niveau d'émissions serait stable, voire à la baisse. Avec cet appui de la Banque européenne d'investissement, le pays nord-africain se dotera de moyens dont le but de créer plus de 27 500 emplois et d'augmenter la valeur marchande des secteurs productifs et écotouristiques à environ 0,5 milliards d'euros par an. Le Maroc a fait des progrès significatifs dans la lutte contre les défis environnementaux mondiaux. Il existe en Pologne une forêt tordue qui reste toujours un mystère. Elle est composée de quelques 400 arbres, tous exactement à la même forme courbée au centimètre près. Malgré de nombreuses hypothèses, le secret de cette forêt n'a jusque-là été percé. Léon Sago nous en parle. La forêt des arbres tordus, de son nom polonais Krzywi Las, est un énigme local sur lequel chacun a son avis, mais ne se sont jamais mis d'accord. Le tronc de ces 400 arbres forme une boucle de 90 degrés qui démarre à environ 40 cm du sol. Chaque courbe pointe la direction du nord. Tout cela semble bien organisé, qu'on aurait cru une mise en scène mise en place par l'humain plutôt qu'à une anomalie de la nature. Il s'agirait d'une coupe particulière effectuée sur de jeunes pins plantés dans les années 1930 sous l'occupation allemande, les obligeant à pousser ainsi. Il est aussi possible qu'il s'agisse d'une mutation génétique ou d'une infestation parasitaire ayant perturbé le cycle du développement de ces arbres. Mais on s'interroge sur cet alignement généralisé vers le nord. La couverture neigeuse aurait également pu déformer les troncs en pleine croissance lors de chaque hiver, aidé par le vent qui aurait rabattu la neige dans la même direction. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse d'une force gravitationnelle qui aurait pu influencer l'évolution des jeunes pins. La forêt tordue de la Pologne n'est néanmoins pas la seule dans le monde. En France, on peut observer la pinatelle de Zuave en Haute-Loire avec ses pins sylvestres tordus. Mais ceux en France ne sont pas uniformes. Les courbes pas forcément très harmonieuses sont liées à une coupe spécifique pour le besoin des fours de boulangerie. La particularité de la forêt tordue de Pologne est son uniformité quasiment parfaite et le grand nombre de ses arbres sans aucune marque de coupe. Ceci fait d'elle la forêt tordue la plus spectaculaire au monde. À ce jour, le mystère de ses origines reste toujours non découvert. Un signal donné par les chercheurs sur l'importation assistée de certaines espèces d'arbres traditionnellement du sud vers les forêts du nord. Cette plantation d'espèces indigènes sous des latitudes plus au nord risque à terme de favoriser un emballement climatique selon les estimations des chercheurs. Rafiet Tsumberekou pour les précisions. Depuis plusieurs années, les gestionnaires des forêts européennes s'inquiètent du réchauffement climatique et de l'adaptation des espèces d'arbres et d'arbustes. Une étude menée par plusieurs laboratoires français impliquant le Centre national de la recherche scientifique et publiée dans la revue WACOS met en garde les stratégies de migration assistée d'espèces d'arbres issus de la région plus chaude et plus sèche mises en œuvre dans les forêts européennes. Les chercheurs estiment que cette plantation d'espèces indigènes sous les latitudes les plus hautes risque à terme de favoriser un emballage climatique. En cause, la modification de la canopée forestière risque d'accentuer notamment les risques d'incendie. D'autant que la capacité de dispersion des arbres ne leur permet pas de migrer aussi vite qu'ils le devraient pour suivre un réchauffement des températures bien plus rapide selon les explications de Jonathan Lenoir, l'un des chercheurs du CNRS, lequel a participé à l'étude. Il affirme également que la tentation est donc grande d'importer et de planter désormais les espèces plus adaptées au nouveau climat à venir. Un coup de pouce à la nature qui pourrait avoir des conséquences maîtrisées. L'autorité des forêts de la faune sauvage de l'Érythrée a souligné en décembre dernier le rôle vital de l'implication des communautés dans le développement et la préservation des ressources forestières et de la faune sauvage lors d'une réunion d'évaluation des activités et réalisations. Il en résulte que plus de 5,2 millions de plants d'arbres provenant de 37 pépinières ont été mises en terre au cours de l'année 2023. Irène Papadinon nous en parle.
L'Érythrée renforce ses actions en faveur de l'environnement. En 2023, plus de 5,2 millions de plants d'arbres issus de 37 pépinières ont été mis en terre par les communautés, la société civile et le gouvernement. L'information a été révélée lors de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'autorité des forêts et de la faune sauvage de l'Érythrée. Une occasion pour les autorités érythréennes d'échanger sur les stratégies visant la réduction de la déforestation, des feux de forêt et de la désertification. Considéré comme l'un des pays les moins développés d'Afrique, l'Érythrée multiplie les initiatives pour mieux protéger sa faune et sa flore, en particulier dans les réserves. La préservation de la faune et de sa flore est considérée comme un facteur de croissance économique. Dans le pays, la construction d'environ 7000 hectares de terrasses et de la rénovation de plus de 4484 hectares ont été signalées, ainsi que la construction et la rénovation de systèmes de dérivation d'eau pour un total de plus de 103 000 m3. Selon Mousso Dekapina, directeur général de Namfumu Conservation Trust, la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée de 1998 à 2000 a gravement affecté l'économie du pays. La croissance du PIB est tombée à zéro entre 1999 et à moins 12,1% en 2000. La population érythréenne qui vit de l'agriculture exploite les zones forestières pour pratiquer de l'agriculture, extraire du bois de chauffage et des matériaux de construction, des plantes médicinales et autres. Ces pratiques non planifiées et non organisées ont contribué à la dégradation du couvert forestier et des écosystèmes. Le plan stratégique du pays pour l'année 2024 vise à renforcer ces initiatives environnementales. Dans les premiers rapports nationaux sur le climat et le développement publiés en fin 2023, la Banque mondiale donne plusieurs recommandations pour améliorer l'accès à l'eau douce dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord MENA. Il s'agit de l'accélération de la modernisation des systèmes d'irrigation en 2024. Selon l'institution financière, l'agriculture serait l'un des secteurs les plus consommateurs d'eau dans cette région. Suivant. Au cours de l'année 2023, la Banque mondiale a jugé le niveau de sécurité hydrique des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord MENA, à savoir l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Irak, la Jordanie, le Liban. Il apparaît dans ces rapports nationaux sur le climat et le développement que l'eau douce s'y fait de plus en plus rare. Les pertes de produits intérieurs bruts PIB liées au climat se situeraient entre 1,1 et 6,6% à l'horizon 2050. Certes, les impacts varient d'un pays à l'autre, mais ces pertes s'expliquent avant tout par l'insécurité hydrique. Si la sécheresse accentue la raréfaction de l'eau douce, une utilisation irrationnelle de la ressource disponible explique aussi son épuisement rapide. En Tunisie, par exemple, la Banque mondiale craint que ces pertes du PIB dues aux pénuries d'eau atteignent 11% d'ici à 2050, ce qui aurait également un impact sur la croissance économique du pays d'Afrique du Nord. Pour éviter le pire, le groupe préconise les solutions qui intègrent les enjeux de l'agriculture et de l'énergie. Dans les pays d'Afrique du Nord, de manière générale, l'agriculture serait le secteur le plus consommateur d'eau. En Tunisie, les prélèvements pour l'irrigation culminent à plus de 75% de la consommation d'eau douce selon la Banque mondiale. Ce pourcentage peut être réduit notamment en modernisant les systèmes d'irrigation. À en croire le fournisseur israélien de systèmes d'irrigation Netafim, présent au Maroc et en Côte d'Ivoire, l'irrigation goutte à goutte est connue pour être la méthode d'irrigation la plus performante et durable, avec entre 95 à 100% d'efficacité d'utilisation de l'eau. En comparaison, les systèmes par aspersion ont une efficacité d'utilisation de l'eau de 80 à 85% et la méthode par inondation à seulement 40 à 50%.
Outre la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau douce, les systèmes d'irrigation modernes contribueront à améliorer les rendements agricoles. La sécurité alimentaire, également menacée, passera aussi par une révision des systèmes de culture, l'adoption des variétés tolérantes à la sécheresse, la promotion de cultures à forte valeur ajoutée et le recours à des solutions fondées sur la nature. L'autre recommandation de la Banque mondiale pour atténuer la crise de l'eau dans la région de la MENA est la réutilisation des eaux usées traitées à partir des énergies renouvelables pour l'irrigation. L'accélération de cette pratique, qui gagne du terrain en Afrique du Nord notamment, permettra de préserver l'eau douce et de la rendre plus disponible pour les ménages. Depuis la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique COP27, tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, où la Banque mondiale s'est engagée à mettre en œuvre les recommandations de ses rapports nationaux sur le climat et le développement, près de 800 millions de dollars ont été mobilisés. Les images depuis le ciel montrant les dégâts causés par des inondations dans le Pas-de-Calais sont impressionnantes. Des jardins, des champs et des routes disparus sous les eaux depuis ce jeudi 4 janvier. Léon Sagou. C'est un immense marécage qui remplace une petite rue tranquille où les habitants se garaient quotidiennement. En 24 heures, une cinquantaine de communes sont devenues méconnaissables. Les serres et les parcelles de culture sont encerclées et noyées par les eaux. Brimeux, l'un des villages du département, est devenu méconnaissable où on ne voit que circuler des tracteurs. C'est la deuxième fois en 2 mois que les eaux proches ont tout submergé. À Acre, il est difficile de croire qu'il y avait un grand parking. À des kilomètres plus loin, l'école de musique de cette commune est rendue inaccessible par les inondations. Le cas de Blendec est particulier avec près d'1 mètre d'eau par endroit. La panique a gagné ces rues qui sont habituellement calmes. Un étang se trouvant près d'un camping municipal s'est déchaîné et a envahi les allées qu'on ne peut plus distinguer, délogeant des retraités qui y vivaient. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur NTV International. Au revoir.